Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre édition en 3 parties avec le JT des territoires dans un instant que je vais vous présenter, puis Territoire d'info et l'invité politique en direct ce matin. Sur ce plateau, c'est Alexis Corbière qui est député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Il sera là tout à l'heure pour Territoire d'info. Enfin, l'actualité parlementaire et politique en fin d'émission. Dans un instant, c'est le JT des territoires et je vous y retrouve. À tout de suite. Bonjour à ceux qui nous retrouvent maintenant. C'est une première en Loire-Atlantique et malheureusement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Le Secours populaire de Nantes est complet. Depuis début avril, l'association est contrainte de refuser de nouveaux bénéficiaires faute de ressources. Les explications de nos partenaires de Télé Nantes sur place. L'information s'affiche dès l'accueil. Depuis le 8 avril, le Secours populaire n'est plus en mesure d'accepter de nouveaux bénéficiaires. Et pour cause, en l'espace de 3 ans, 6 000 d'entre eux de plus ont frappé à la porte de l'association. Aujourd'hui, elle atteint malheureusement ses limites. En 3 mois, là, depuis le début de l'année, il y a 300 nouvelles familles qui sont venues s'inscrire pour bénéficier de l'aide du Secours populaire, représentant plus de 500 personnes. Concrètement, on accueille aujourd'hui à Nantes 1500 familles tous les mois pour l'aide alimentaire. Avec ces nouvelles inscriptions, on atteindrait, si on poursuivait sur le même lignée, les 1800 d'ici le mois de juin. Et c'est une capacité qu'on n'a pas d'accueillir autant de personnes ici à Nantes. Et ces personnes, qui sont-elles? Beaucoup de familles monoparentales, de demandeurs d'asile, mais aussi d'étudiants et de seniors. Sur place, rue Paul Bellamy, l'accueil et les distributions sont assurés tous les jours par une trentaine de bénévoles qui ne cachent pas leur désarroi. Tant qu'on peut les aider, on est content parce qu'on apporte quelque chose à quelqu'un. Mais c'est vrai que quand on est obligé de diviser les parts par deux ou refuser certaines personnes, c'est toujours cruel parce qu'il y a des enfants, il y a des gens qui sont dans le besoin, il y a des personnes plus âgées qui ont des difficultés. Donc c'est toujours cruel de leur dire non, je peux pas. Aujourd'hui, l'association espère un sursaut des collectivités locales pour accompagner les personnes laissées sans ressources, sachant qu'au-dessus plane également la menace de voir disparaître d'ici à 2020 le Fonds européen d'aide aux plus démunis. On part pour la Bretagne, le frelon asiatique est de retour et il inquiète. En Bretagne, plus de 21 000 nids de frelons asiatiques ont été recensés l'an dernier. Pour faire face à la prolifération de ces insectes considérés comme nuisibles, des campagnes de piégeage collectif se mettent en place. Une commune est tout particulièrement active depuis 3 ans. Il s'agit de Brec, dans le Morbihan. Et Fanny Coconnier et Caroline Chevrelier, pour la chaîne TB Sud, la chaîne du groupe Le Télégramme, se sont rendues sur place. Regardez. Depuis quelques années, l'arrivée du printemps correspond au retour du frelon asiatique, un insecte qui représente plusieurs risques. 50% de leur alimentation, ils le trouvent dans le thorax des abeilles qui est riche en protéines. Donc ça, c'est un impact sur la filière apicole. Il y a un impact sur la biodiversité puisqu'ils ne mangent pas que des abeilles, ils mangent aussi des insectes pollinisateurs. Et puis troisième élément, le risque de piqûre. Si le frelon asiatique n'est pas agressif en individuel, ce n'est pas le cas lors de l'approche du nid, où les attaques peuvent être virulentes et collectives. Pour enrayer la prolifération de cette espèce, l'une des solutions, le piégeage des femelles fondatrices. À Brec, cette opération fait désormais partie du paysage. Pour la 4e année consécutive, les habitants de la commune se mobilisent. Ça nous fait peur, j'ai des petits-enfants qui passent leurs vacances à la maison et effectivement, ça paraît dangereux. Il est arrivé une fois qu'on retrouve un de ces frelons dans une boisson sucrée et que quelqu'un a bu, donc ça a été le moment décisif pour se mettre en action. L'action, ce contenant rempli d'un mélange de boissons sucrées et d'alcool à suspendre dans les jardins. Et les résultats sont là, le nombre de nids référencés sur la commune a été divisé par 4. Une efficacité qui tient à la mobilisation collective sur les mois d'avril et mai. Sur 3 campagnes, on constate une baisse importante du nombre de nids. Nous sommes passés d'un nombre total de 86 à 22. Voilà. Donc sur 3 campagnes, on a divisé le nombre de nids par 4. Plusieurs types de pièges existent, plus ou moins sélectifs. Pour éviter d'impacter les autres insectes, ils doivent être retirés dès le mois de juin.
Une bonne nouvelle contre la pollution dans la capitale. Il roule sans bruit et pourtant, il compte bien se faire une place. Ce sont les taxis hydrogènes qui sillonnent déjà les rues de la capitale. 600 véhicules circuleront en 2020 à Paris. Un reportage signé Via Grand Paris, notre partenaire. Il roule sans bruit et pourtant, il compte bien se faire une place. Ce taxi hydrogène sillonne déjà les rues de la capitale. Cela fait 3 ans que Nabil Amaouche conduit une voiture à hydrogène. À bord de son véhicule, première observation, aucun bruit de moteur. On a l'impression que vous n'avez pas démarré la voiture. C'est un désavantage des véhicules qui ont des moteurs électriques, c'est qu'il n'y a aucun bruit, aucune vibration. Cette société a déployé une centaine de taxis. Le fondateur Mathieu Gardiz est convaincu que l'hydrogène représente l'avenir de la mobilité propre. La vertu, elle est effectivement essentiellement axée santé publique. C'est un véhicule qui ne rejette que de l'eau. Donc il y a un impact direct et immédiat sur les polluants locaux, sur la qualité de l'air, dont on sait la pollution atmosphérique, elle tue aujourd'hui en France près de 60 000 personnes par an. L'hydrogène possède de nombreux avantages. Premier atout, le temps de recharge. Il faut compter entre 3 et 5 minutes au total, contre 1h30 pour un véhicule électrique. Autonomie, 500 km. Ça s'utilise exactement comme un véhicule thermique puisqu'on fait plein à la station en quelques minutes. Mais il reste encore du chemin pour que l'hydrogène se démocratise. Première limite, la taille des stations de recharge. Il faut au moins 3000 m² pour en implanter une barrière dans une ville comme Paris. Autre inconvénient, le prix. Comptez 66 000 € pour ce type de véhicule, un frein pour les particuliers. En 2020, 600 véhicules circuleront dans la capitale. Voilà, on continue ce journal des territoires avec la une de la presse quotidienne régionale dans un tout petit instant. À tout de suite. Bonjour, Saveria, on démarre avec la version numérique de Sud-Ouest, sudouest.fr, avec la bataille judiciaire de Paul François, un céréalier charentais. La justice donnera-t-elle raison à Paul François face à Monsanto après plus de 10 ans de bataille judiciaire? L'agriculteur charentais espère obtenir une condamnation du géant américain. Ça fait 12 ans que Paul François tente de faire reconnaître la responsabilité de la firme américaine dans son intoxication à un herbicide. Il avait été intoxiqué après avoir inhalé des vapeurs de Lasso. C'est un herbicide produit par Monsanto. Paul François assure souffrir depuis de graves troubles neurologiques. Le Lasso est interdit en France depuis novembre 2007, Paul François réclame au groupe, à Monsanto, une indemnisation à hauteur de plus d'1 million d'euros. Voilà, une du Courrier de l'Ouest, le désarroi des Anglais en Anjou. Vous croyez qu'on va vivre assez longtemps pour en voir l'issue? C'est la question que pose John Kurd, 76 ans, un retraité installé depuis 2003 au Puy Notre-Dame avec son épouse. C'est en Anjou. John Kurd est en plein désarroi face aux atermoiements qui entourent le Brexit. Comme John, ils sont plus de 1200 Anglais présents en Maine-et-Loire. Et face à la situation actuelle, ils sont bien sûr inquiets après avoir été annoncé pour le 29 mars, puis le 12 avril. Le prochain Brexit devrait avoir lieu le 31 octobre. Pour Halloween, ça ne s'invente pas. C'est cette date qu'ont fini par arrêter les 28 dirigeants de l'Union, Theresa May compris, même si la première ministre britannique n'a pas vraiment eu son mot à dire après 4 heures de discussion serrée hier lors d'un Conseil européen extraordinaire à Bruxelles. Londres pourra toutefois quitter l'Union européenne avant cette date, dès que son Parlement aura ratifié un accord. Voilà, on parle de tout cela, du Brexit, de ce Conseil européen hier soir, bien sûr, en deuxième partie d'émission dans Territoire d'Info avec Jérôme Cordelier et Luc Laventure tout à l'heure. Pour l'instant, à lire dans Nice Matin, c'est les villes où l'on vit le mieux. Et Nice Matin est bien classé. Nice Matin a réuni des milliers de données publiques. Résultat, selon ce baromètre de la qualité de vie dans les Alpes-Maritimes, Vence est 2e, Nice 8e. Et la première, la ville où on vit le mieux, attention dans le département, dans les Alpes-Maritimes, c'est Valbonne. Bien sûr. Merci Saveria. On va se terminer avec le télégramme. C'est l'image d'un trou noir vertigineux. On a vu ces photos hier dans la presse et dans les journaux télévisés. Ça y est, on l'a identifié, il est photographié. Voilà, c'est une première dans l'histoire de l'astronomie, la véritable image d'un trou noir dévoilé hier, alors qu'il existait jusqu'à présent que des simulations numériques de ces objets célestes. Des scientifiques ont pu réaliser cette prouesse. C'est un véritable monstre cosmique situé à quelques 50 millions d'années-lumière de la Terre. Sa masse est équivalente à plus de 6,5 milliards de fois celle du Soleil.
Merci Saverin, on vous retrouve en fin d'édition pour l'actualité parlementaire. Tout de suite, c'est le Club de la Presse dans un instant. À tout de suite. Bonjour messieurs, j'accueille ce matin, on commence par vous, Thierry Baudet, vous êtes président de la Mutualité française. Merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin. Bonjour. On va parler d'un événement dont vous êtes l'organisateur et qui a lieu à 16h aujourd'hui à la Maison de la Radio, 16h30 sur Public Sénat. Il sera retransmis, on en parle dans un instant avec vous. Il s'agit pour vous d'avoir réuni au fond 10 candidats aux élections européennes. Vous allez leur poser des questions, les interpeller comme on dit, on en parle dans un instant. Et puis j'accueille également Jérôme Cordelier, rédacteur en chef des éditions locales du Point. Bonjour Cyril. Jérôme, merci d'être avec nous ce matin. Et Luc Laventure d'Outre-mer 360. Bonjour Cyril. Outre-mer 360, c'est un site et une télévision consacrés aux Outre-mer, car ils sont multiples, il y en a plusieurs. Thierry Baudet, à l'occasion du grand débat, vous avez commandé une étude sur les grandes attentes des citoyens en matière de santé. On va regarder tout de suite un reportage de Jérôme Rabier sur les résultats de ce sondage. Et on parle avec vous juste après de qui vous allez interpeller par rapport à ça. À tout de suite. Les Européens sont majoritairement satisfaits de leur système de santé, mais il existe de grandes disparités en fonction des pays. Voilà le principal enseignement d'une étude menée dans 7 États européens. Si en moyenne, 67% des Européens se considèrent bien protégés par leur système de santé, ce taux monte à 85% chez les Français, devant les Allemands et les Suédois. Alors que le taux de satisfaction est plus mitigé au Portugal et en Italie, et qu'en Pologne et en Grèce, les citoyens se sentent plutôt peu protégés par leur système de santé. Sur l'avenir des systèmes de santé, le même clivage existe en Europe. Si 51% des Européens sont confiants, le taux varie fortement. 62% des Suédois et 55% des Français sont optimistes, alors que seulement 20% des Grecs croient en des jours meilleurs dans ce domaine. Et pour améliorer leur système de santé national, là encore les avis divergent. Les citoyens des pays considérés comme riches privilégient l'action des pouvoirs publics de leur pays, alors que pour 65% des Polonais, c'est de l'Union européenne qu'il y a le plus à attendre. Enfin, sur les attentes en matière de santé, 45% des Européens souhaitent une harmonisation des droits sociaux, comme un salaire minimum commun ou un congé maternité identique en Europe, et 41% attendent des directives européennes en matière de santé comme un vaccin obligatoire pour tous les Européens. Côté priorité environnementale, 83% des Européens veulent plus d'intervention de l'UE dans ce domaine, avec pour principale demande une lutte accrue contre la pollution, loin devant les pesticides ou les perturbateurs endocriniens. Alors, Thierry Baudet, président de la Mutualité française, présent sur ce plateau ce matin avec nous, après le grand débat. Au fond, c'est un grand oral que vous allez faire passer aux 10 candidats. Oui, c'est ça. 10 candidats ont accepté de se prêter à l'exercice. Ce qu'on voulait faire, la Mutualité française, avec Public Sénat, c'était de faire vivre les questions sociales et de santé à l'occasion de ces élections européennes. À partir d'une intuition que confirme d'ailleurs les résultats de l'enquête dont vous venez de parler, à savoir que la défiance qui s'exprime parfois, c'est une défiance vis-à-vis de l'Europe telle qu'elle est, mais pas à l'égard, d'une certaine manière, du projet européen ou de l'idée européenne. Et l'Europe protège toujours. On voit bien que les citoyens européens que nous avons interrogés attendent une Europe qui les protège davantage. Ils aspirent à des droits sociaux harmonisés, comme ils considèrent finalement que un modèle social européen devrait être constitutif du projet européen, de l'idée européenne. Et vous avez dit l'Europe qui protège. C'est vrai que c'est une thématique qui s'est installée dans le débat. Pour certains, l'Europe qui protège, c'est l'Europe de plus de frontières, de plus de fermeture, de plus de souveraineté, de plus d'identité. Les Européens que nous avons interrogés nous disent aussi que l'Europe qui protège, c'est une Europe de plus de solidarité, de plus de santé, de plus de prise en compte des questions environnementales. Est-ce qu'il y a des disparités en Europe fortes en termes de santé? On entend que les Anglais viennent en France se faire soigner, on entend qu'on part en Pologne, certains Français se faire un certain nombre d'opérations chirurgicales. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous l'avez ressenti, vous? Est-ce que ça ressort? Oui, il y a des disparités importantes. Si je parle de la situation française, je crois qu'on pourrait dire que quand on se regarde, on se désole, et quand on se compare, on se console. Et par exemple, les Français, au plan européen, considèrent qu'ils ont un système
protecteur. Ils redoutent que les réformes successives, elles soient marquées du signe moins. Ça reste vrai. Ça reste vrai, mais ils considèrent qu'ils ont un système très protecteur et ils ont confiance, j'allais dire, dans les autorités nationales et dans la politique nationale pour conforter et faire vivre ce modèle. Si on prend, à contrario, les Polonais ou les Grecs, ils ont été, par exemple, très frappés par la crise de 2008. En Grèce, il y a plus de 16 000 médecins qui se sont expatriés après 2008. C'est plus de 25 000 en Pologne. Et ce qui fait qu'en Pologne, vous avez des renonciations aux consultations médicales jusqu'à plus d'un tiers de la population renonce à des consultations médicales faute de médecins. Et donc les Grecs, les Polonais, les Portugais et d'autres encore attendent des prérogatives élargies qui seraient accordées à l'Union européenne parce qu'ils pensent que c'est l'Union européenne, mieux que leur propre pays, qui pourrait améliorer le système de santé. La mutualité française, en quelques chiffres, vous pouvez nous dire ce que c'est ? C'est un peu plus de 600 mutuelles dans notre pays, c'est 36 millions de personnes protégées, plus d'un Français sur deux, et c'est moins connu, c'est 2600 établissements sanitaires, médico-sociaux sur l'ensemble du territoire, partout sur les territoires. Alors pourquoi 10 candidats aux européennes, pas 12 ? On avait pris une règle. Au moment où on a arrêté la liste, on souhaitait que dans les sondages, ils aient au moins 3% d'intention de vote ou à défaut, un groupe parlementaire. Le résultat des courses, c'était 10 candidats. Ils ont tous répondu présent. Je crois que la formule du grand oral, finalement, est intéressante. Parfois, le grand débat, on a un peu de mal à s'y retrouver. Ils auront chacun 15 minutes de parole. Pendant 5 minutes, ils exprimeront leur vision de l'Europe sociale. Rebecca Fitoussi, ensuite, les questionnera à partir de propositions qu'on a fait émerger en France lors d'un tour d'Europe, un tour de France, pardon, de l'Europe sociale, où on a amené les Français à exprimer des propositions, des attentes sur ce que pourrait être une Europe sociale. On les fera réagir à ces propositions. Et enfin, ils seront interrogés pendant 5 minutes environ par un correspondant de la presse européenne. Merci Thierry Baudet, président de la Mutualité française, et ça sera à 16h30 sur l'antenne de Public Sénat. Vous confrontez au fond ces 10 candidats aux européennes aux enjeux de la santé en Europe. Merci beaucoup d'être passé par ce plateau avant votre manifestation organisée à la Maison de la Radio, je le précise cet après-midi. Voilà. Merci Jérôme Cordelier, rebonjour, merci d'être avec nous. Cyril. Alors vous écrivez un papier, alors il est sur lepoint.fr notamment ce matin. Macron chouchoute les barons locaux. Alors ça veut dire quoi ? Il a enfin compris, le président de la République, je pense que pendant son Tour de France... Ça y est, il fallait s'occuper d'eux. Oui, pendant le Tour de France, il a compris beaucoup de choses. Mais il a compris aussi que pendant ce Tour de France, il a beaucoup chouchouté les territoires ruraux et les territoires périurbains, et qu'il fallait aussi ne pas fermer la porte aux métropoles, évidemment, qui sont quand même des locomotives économiques. Ça y est, le président connaît maintenant le pays dans sa diversité, aussi bien que Mitterrand et Chirac. Bon, ça c'est André Rossineau qui dit ça, qui est le président du Grand Nancy, et voilà. Voilà, c'est un avis d'expert. Mais un expert de tout ça. Un éloge, parce que c'est vrai qu'on a longtemps dit que... on a longtemps dit il n'a pas mis longtemps, alors. Le Jupiter jacobin, Emmanuel Macron, et c'est vrai que là, cette année, et d'ailleurs André Rossineau dit aussi qu'on a peut-être perdu en efficacité politique, mais en tout cas, on a repris pied avec le pays. Et c'est vrai que ce Tour de France aura été bénéfique pour ça, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, qui a payé de sa personne, pour le coup, il a mouillé le maillot, comme on dit en sport, et a vraiment retissé un peu les liens. Alors maintenant, on reste quand même toujours dans le symbolique. C'est-à-dire que maintenant, il faut passer aux actes, savoir un peu ce que ça va donner. Jean-Luc Moudinquin, qui est le maire de Toulouse, qui dit l'écoute était au rendez-vous. Et ils ont l'air, un certain nombre de maires, d'avoir été convaincus tous par la prestation d'Emmanuel Macron. Ah oui, alors ils étaient tous... Alors il y avait aussi Gérard Collomb, c'était son grand retour. Voilà, il n'était pas revenu depuis sa démission fracassante. Voilà, depuis octobre 2018. Et puis il y avait aussi Nathalie Appéré ou Johanna Roland, qui sont les élus socialistes de Nantes et de Rennes. Jean-Louis Fousseret de Besançon. Il n'y avait pas de maire d'outre-mer. Oui, mais il a fait déjà le tour des outre-mer et il pense revenir, notamment à La Réunion et à Mayotte, dans les semaines à venir. Donc ce Tour de France, il l'a déjà accompli en grande partie, en totalité outre-mer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un kaléidoscope d'élus de toute sensibilité, de toute zone géographique, et que tous ont dit, là on sent qu'il y a une nouvelle étape, et d'ailleurs c'est ce qu'ils disent, c'est qu'on s'achemine vers un acte 3, enfin, de la décentralisation. On en parle beaucoup, mais donc eux le sentent vraiment.
cette volonté de Emmanuel Macron de retisser les liens avec le territoire. Alors, quid de la troïka girondine, hein, vous les appelez? Alors, c'est donc le Normand Hervé Morin, c'est François Baroin, qui est président de l'Association des maires de France, et puis c'est Dominique Bussereau, qui est président de l'Assemblée des départements de France. Ils en sont où, eux, par rapport à Emmanuel Macron? Parce que actuellement, dans les associations d'élus, vous êtes bien placé à Public Sénat pour le savoir, c'est qu'il y a un espèce de jeu de mano à mano qui se joue. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez ce que j'appelle la troïka, entre guillemets, hein, parce que la troïka est un terme connoté historiquement, mais qui, eux, sont... La troïka girondine, essayent de fédérer un petit peu les territoires pour essayer de faire entendre leur voix de manière vigoureuse pour défendre les collectivités locales, et qui sont souvent en opposition avec le pouvoir macronien. Et les élus, notamment des grandes villes et des métropoles, autour de Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, réunis dans France Urbaine, qui, eux, jouent plus le rôle de la concertation, de la proposition. Il y a une différence de volonté politique et de stratégie politique qui est notable, c'est-à-dire le frontal d'un côté et la concertation de l'autre. Voilà, Macron chouchoute les barons locaux, hein, le point.fr, Jérôme Cordelier. Merci. On vous retrouve tout à l'heure, évidemment. Deuxième partie d'émission après l'invité politique, Alexis Corbière. Jérôme, pour débriefer l'actualité avec nous. On parle un peu d'outre-mer avec vous. Oui, on parle d'outre-mer et surtout de transition écologique. Ah oui, et puis bientôt la Réunion. Absolument. Une expérience un peu unique et menée, enfin la première en tout cas. C'est la première dans les Outre-mer, effectivement. Le territoire de la côte ouest de la Réunion signe le premier contrat de transition écologique dans les Outre-mer. 29 projets ont été déployés, ont été retenus dans le cadre de ce premier contrat de transition écologique. Ça représente quand même un total de plusieurs dizaines de millions d'euros, 80 millions d'euros d'investissement. Et l'État a injecté dans cette affaire 25 millions d'euros. Ça concerne beaucoup de communes, les communes de la Possession, le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins, Saint-Leu et également le site de Mafat. C'est important parce que, effectivement, 80 millions d'euros, c'est beaucoup. Ça veut dire des emplois, ça veut dire une façon de repenser le monde. Et là encore, les Outre-mer sont à la pointe de tout cela. Recyclage de pneus, construction avec des matériaux nouveaux. C'est vraiment un laboratoire intéressant sur l'ensemble national. Qu'est-ce que ça va donner? Parce que là, on parle donc d'un contrat de transition écologique. C'est un mot, j'allais dire, un peu compliqué, un peu complexe. Qu'est-ce que ça revêt concrètement? Qu'est-ce que ça va donner à l'arrivée? Parce que vous savez bien que les gens maintenant veulent du concret, veulent savoir le concret, par exemple. Ils en retiendront ce qu'il y aura de bénéfique pour eux là-dedans. Recyclage des pneus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on a du matériau qui va servir à autre chose. Et c'est une façon de retravailler les déchets de façon intelligente. Et ce sont des exemples concrets dans la vie quotidienne des Outre-mer. Qu'est-ce qu'on dit dans les Outre-mer? Vous expliquez chaque fois sur ce plateau qu'ils sont multiples. Qu'est-ce qu'on dit de ce grand débat national? Qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, bien sûr, de nombreux ministres ont été en Outre-mer, etc. Mais on n'a pas entendu une voix particulièrement forte des Outre-mer. Pourquoi? Si, quand même, on a retenu un certain nombre de parlementaires, de sénateurs. C'est vrai que dans le tohu-bohu national, ça représente peut-être pas beaucoup de bruit, mais je pense. Alors, ce que je disais, j'en parlais avec Jérôme, je disais effectivement qu'il disait troisième acte de ce quinquennat. Oui, troisième acte, c'est-à-dire tout ça pour ça. La décentralisation, pardon. Tout à fait. Acte 3 de la décentralisation, pas du quinquennat, oui. Oui, pardon. Mais ça va totalement raison. la suite du quinquennat. Absolument. Oui. Ça veut dire, mais je pense que les Outre-mer, déjà, c'était un ferment de décentralisation. On peut regretter effectivement que ce troisième acte arrive si tard. On aurait pu avancer les choses et faire en sorte qu'on perde moins de temps. Et sur la transition écologique, pardon, c'est important. C'est vrai que, par exemple, tout le monde parle de transition écologique, tout le monde parle d'écologie, mais au niveau des traditions, regardez ce qui se passe au niveau de la Guyane, la gestion des sols, tous ces éléments, la gestion des lagons, que ce soit à Mayotte ou à La Réunion. Vous dites qu'on aurait pu prendre exemple de ce qui se passe dans les Outre-mer pour l'appliquer en métropole. Je pense qu'on a perdu du temps. Jérôme Cordelier? Oui, non, juste codicile, si je puis dire, l'acte 3 de la décentralisation
d'ailleurs Gérard Collomb le dit dans le papier là, du point.fr, c'est le problème, c'est qu'à un an des municipales, on ne voit pas lancer une grande réforme territoriale, ce serait un petit peu compliqué. Alors peut-être après, mais c'est vrai qu'on a perdu du temps, c'était pour aller dans ton sens. Merci beaucoup. Jérôme Cordelier, Luc Laventure, on vous retrouve évidemment en deuxième partie d'émission après notre invité politique, Alexis Corbière, qui est là et qui sera en direct sur ce plateau dans quelques minutes. Tout de suite, ça va vous plaire, Luc Laventure, la météo des territoires, dans lequel il y a, c'est une particularité, voilà, de la TNT le matin, la météo de ce qui du temps qu'il fait dans les Outre-mer. Absolument. On regarde ensemble, on se retrouve après. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, avant de retrouver l'invité politique Alexis Corbière dans quelques instants en direct sur ce plateau, on va regarder ce qui se passe du côté du monde avec notre partenaire TV5 Monde. En quelques minutes, ce que vous devez retenir de l'actualité avec le sommet européen en images consacré au Brexit hier soir. Et puis les États-Unis avec Mike Pence, le vice-président américain, qui dit qu'il faut absolument reconnaître Juan Guaido, le président, vous savez, de l'Assemblée nationale, qui s'est autoproclamé président légitime. Voilà, à Caracas. On se retrouve après pour l'invité politique. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Le scénario d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord s'éloigne, du moins à court terme. Après des heures de discussion entre les dirigeants européens, le Brexit est donc repoussé à la date du 31 octobre, avec un point d'étape en juin. Pour Theresa May, cette date du 31 octobre n'est pas une fin en soi. Si nous ratifions l'accord du Brexit avant le 22 mai, nous ne participerons pas à l'élection européenne. Nous avons le devoir, en tant que politiciens, de mettre en place ce qui a été décidé lors du référendum. Ce qui est sûr, c'est que cette butée du 31 octobre nous protège, parce que soit ils ont un accord, et c'est très bien, et nous pouvons à ce moment-là discuter des relations futures et poursuivre notre cheminement, soit ils décident eux-mêmes de retirer le Brexit, soit de toute façon, le no deal, qui n'est pas notre préférence, reste une option. Le temps est venu pour les Nations Unies de reconnaître le président par intérim, Juan Guaido, comme président légitime du Venezuela et d'installer son représentant dans cette assemblée. Aujourd'hui, Mike Pence s'est ridiculisé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je ne comprends pas son arrogance, sa suffisance, son suprémacisme racial. Il se croit supérieur à nous, aux Latino-Américains, au peuple des Caraïbes. Il se croit supérieur aux Vénézuéliens. Sur cette banderole, pas d'Algérie libre et démocratique sans droit des femmes. Si on voit que être sur un pied d'égalité avec l'homme est quelque chose qui divise la population, alors il y a un vrai problème. Nous voudrions que ces revendications s'inscrivent dans le sillage des revendications du peuple algérien. C'est pour cela que nous leur demandons qu'elles reprennent leurs esprits et se conforment à l'esprit de la femme algérienne traditionnelle qui a participé à la guerre de libération nationale et qui a contribué à l'héroïsme du peuple algérien. Une statue d'Apollon retrouvée par hasard par des pêcheurs au large de Gaza en 2013.
Une statue qui disparaît ensuite mystérieusement. Depuis, l'histoire suscite fantasmes et interrogations dans la région. Un scénario parfait pour le réalisateur suisse Nicolas Vadimov, lui qui est parti mener l'enquête sur le terrain pour percer les mystères d'Apollon.